Bonsoir tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce soir la vidéo va être un peu longue, donc prenez-vous une doudou, quelque chose à manger, quelque chose à boire. Ce soir on y va avec une vidéo qui a inspiré le film Possédé, qui traite en fait de la légende de la boîte à Dybbuk. Dybbuk qui est un mot hébreu pour signifier un démon ou un esprit malin, esprit maléfique. Donc, on s'attarde pas plus, tout de suite, le générique. Donc, on y est. J'attends pas plus longtemps, je commence. Ça se peut que vous voyez des reflets dans mes verres. C'est à cause du portable, donc voilà. Donc, Kevin Manis était antiquaire. Il possédait une modeste boutique dans Portland, dans l'Oregon. En septembre 2001, Kevin assistait à une vente aux enchères. C'est une famille qui avait organisé cette vente-là. La grand-mère étant décédée à l'âge de 103 ans, il avait réuni plusieurs petits lots de ses effets personnels pour en fait les revendre. Un lot parmi ceux-là intéressait plus particulièrement Kevin. Donc, la mise finit par atteindre les 26 ou 27 dollars. Puis, Kevin était vraiment déterminé à avoir ce lot-là. Il l'a eu à une trentaine de dollars. Il était super heureux. Il avait acquis des articles qui valaient plusieurs centaines de dollars. Donc, avait fait de l'argent, bien évidemment. Il y avait une ancienne malle de voyage, une vieille boîte à couture, puis une sorte de petit coffret cadenassé. Il observait la boîte en la tournant de tous les côtés quand soudain une voix derrière lui lui dit « Ah, je vois que vous avez acheté la boîte à Dybbuk. » Kevin, sur le coup, n'a pas réagi à ce mot-là, à ce terme-là de Dybbuk. Pourtant, il était juif, fait qu'il savait à la base ce qu'était un Dybbuk. Parce que dans cette religion-là, souvent, les grands-parents, les personnes plus âgées utilisent ce terme-là qui veut dire démon ou esprit malin, esprit maléfique. Ils utilisaient ça pour faire peur aux enfants quand les enfants écoutaient pas. Donc, la jeune femme qui lui avait dit ça, lui explique que quand elle était jeune, sa grand-mère gardait toujours ce petit coffret-là dans sa salle de couture, puis toujours fermé, puis dans un endroit où il était inaccessible. Puis elle l'appelait justement la boîte à Dybbuk. Si quelqu'un demandait à sa grand-mère qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qui se trouvait à l'intérieur de la boîte, la vieille dame, elle crachait 3 fois entre ses doigts, puis elle s'exclamait « un Dybbuk ». La vieille dame affirmait que l'armoire à vin, parce que c'est une petite boîte à vin, ne devrait jamais, jamais être ouverte. Sur ces mots-là, Kevin sourit un peu en trouvant que c'était peut-être un peu exagéré. Sa grand-mère aurait voulu que la boîte soit enterrée avec elle, mais comme c'était contraire aux coutumes de sa religion, ben sa demande n'avait pas pu être écoutée dans le fond. Fait que c'est pour ça que ça s'est retrouvé dans les enchères, dans les lots aux enchères. Et là, Kevin, il s'est dit, il a décidé de proposer à la jeune femme d'ouvrir avec elle la boîte. Mais elle a été catégorique. Là. Elle voulait vraiment pas que ça soit ouvert parce que bon, ben, ça faisait partie de la volonté de sa grand-mère que cette boîte-là soit toujours fermée. Puis elle était vraiment catégorique. Là. Elle voulait pas l'ouvrir, peu importe dans le fond le pourquoi, les raisons du pourquoi que sa grand-mère voulait pas l'ouvrir. Donc là, suite à ça, Kevin, ben là, il se sentait comme un peu mal. Fait qu'il s'est dit, regarde, tu peux la garder, là, la boîte. Il s'est dit, tu sais, c'est probablement quelque chose qui est sentimental. Mais la jeune femme lui répondit qu'il avait acheté la boîte, fait que c'était à lui, il avait payé pour, fait que c'était à lui.
Fait que là, ben, lui précisait qu'il voulait pas récupérer son argent, là, tu sais, il lui offrait, dans le fond, sans qu'elle ait besoin de lui redonner l'argent. Puis là, elle s'est comme vraiment comme fâchée. Vous l'avez acheté, vous avez fait une affaire, c'est à vous, vous le gardez. Puis elle s'est mis, dans le fond, un peu à lever le ton, puis à être dans les émotions, à avoir les yeux pleins d'eau, puis tout ça. Fait que Kevin, il a juste mis ça de côté, il a emballé, dans le fond, il a apporté des choses dans sa camionnette, puis il a quitté, dans le fond. Une fois arrivé à sa boutique, Kevin descendit dans le sous-sol, qui, en fait, ça servait c'était un espace de stockage. La boîte était fermée avec un genre de petit loquet qui avait un cadenas. Au lieu de couper le cadenas, Kevin a décidé avec un petit tournevis, forcer la petite plaque en laiton qui tenait. En fait, c'est comme un genre de demi-lune où on accroche le cadenas. Puis avec le tournevis, ben, il a fait tomber cette petite plaque-là. Aussitôt que la plaque est tombée, les portes se sont ouvertes. Ce qui a fait faire un saut, en fait, à Kevin parce qu'il ne s'attendait pas à ce que les portes ouvrent d'elles-mêmes. Quand on touchait une des portes, dans le fond, ça actionnait en même temps la porte opposée, puis un petit tiroir qui se trouvait juste en dessous des portes. Kevin, il trouvait que c'était vraiment un beau travail. Puis que ces petits détails-là, ben, ça rehaussait évidemment la valeur de l'objet qui, pour lui, à la base, c'était pas vraiment une armoire à vin qui était super attrayante. Une fois ouvert, Kevin découvrit à l'intérieur un penny, une pièce de monnaie de 1928, une autre de 1925, une petite coupe à vin en or qui rappelait un peu la forme d'un calice à l'église. Puis, il y avait aussi un chandelier qui reposait sur des pieds en forme de pieuvre. Tout au fond de la boîte, il y avait une petite plaque, une pierre en granit, sur laquelle était gravé le mot Shalom en hébreu. Puis, en dessous de cette pierre-là, il y avait 2 mèches de cheveux brunes. Le détail en tant que tel troublait pas vraiment Kevin, qui pensait que la vieille dame avait peut-être conservé des cheveux de ses enfants ou autre, là, que c'était pour des raisons sentimentales. Pour lui, là, le coffret avait vraiment rien d'extraordinaire. Un peu plus tard, dans cette journée-là, Kevin confia la boutique à Jane Overton. C'est une de ses vendeuses en qui il avait super confiance, qui connaissait bien depuis plusieurs années. Jane, au courant de la journée, a descendu en fait, dans le sous-sol pour faire du rangement. Au moment de remonter, elle s'est mise à sentir une présence. Elle avait l'impression que quelqu'un qui l'observait. Ça devenait lourd. Puis là, pourtant, Jane, elle se disait, tu sais, je travaille souvent ici. Elle était souvent dans le sous-sol pendant des heures sans jamais ressentir quelque chose comme ça. Donc, la jeune femme décida d'éteindre la lumière puis commençait à grimper les escaliers, mais tout à coup, il y a un bruit qui a retenu son attention. Elle est revenue sur ses pas. Là, elle était sûre que quelqu'un se dissimulait au sous-sol. Elle a parcouru les allées, un peu dans l'obscurité, quand la lumière qu'elle venait d'éteindre se ralluma brusquement. Puis des éclats de verre qu'on entendait se fracasser avec une force sans mots. Il y a une chaise qui s'est basculée, qui est tombée comme directement devant elle. Là, Jane, elle s'est précipitée tout de suite au téléphone, elle a appelé Kevin, puis là, ben, évidemment, elle priait pour qu'il réponde, parce que là, elle avait peur, là. C'est comme si quelqu'un était en train de pulvériser tous les objets avec une batte de baseball. Kevin était parti depuis à peu près une trentaine de minutes quand il a reçu l'appel sur son portable. Jane était absolument terrifiée. Elle criait que quelqu'un qui se trouvait dans l'atelier au sous-sol. Puis derrière elle, déjà au téléphone, là, Kevin il entendait les bruits de verre cassés. Il avait l'impression que quelqu'un qui projetait des objets à travers la pièce. Fait que là, Kevin il a dit tout de suite d'appeler immédiatement la police. Puis au moment précis où il a dit ces mots-là, son téléphone, son cellulaire, s'est éteint brusquement.
Là, il avait super peur pour Jane. Là. Je veux dire, c'est son employé, il s'entend bien avec. Là, il est certain qu'il y a quelqu'un qui est là-bas. Fait qu'il est retourné tout de suite au magasin. Quand il est arrivé à la boutique, Kevin, ben là, il savait pas à quoi s'attendre. Il s'est dirigé vers la porte du sous-sol. Il a descendu les escaliers, mais la grille en fer forgé était fermée à clé. Ce qui était surprenant parce qu'il ne l'avait pas verrouillée, puis que normalement, Jen, elle faisait pas ça. Quand il a pénétré dans la pièce, il tendit son bras pour allumer la lumière, mais évidemment, ça n'a pas fonctionné parce que la lumière, elle avait éclaté. Fait que là, il a pris une lampe de poche, il a avancé prudemment dans la grande pièce. Puis là, il y avait une odeur terrible, une puanteur qui flottait dans l'air, là, dans la salle où il était, dans l'atelier au sol. Il y avait des morceaux de verre partout dans les allées. Puis il a compris tout de suite que ben, c'était les tubes des néons du sol là, qui avaient éclaté. Puis là, ben, en cherchant, puis tout ça, brusquement, il est tombé comme face à face avec Jane. Fait que là, il a vraiment fait comme un autre saut. Puis, était là, juste là, debout, dans le noir. Elle bougeait pas, elle parlait pas, elle avait juste les yeux pleins d'eau. Imaginez, là. Vous pensez que peut-être qu'elle s'est fait battre ou quelque chose. T'arrives, tu l'entends pas, elle parle pas, elle est juste là, debout. Puis, elle a les yeux pleins d'eau, mais elle dit absolument rien. Quand, tout d'un coup, elle a comme repris un peu comme conscience, j'imagine, quand elle l'a vu, ben, elle s'est précipitée vers l'escalier, puis elle est juste disparue. Ça faisait plus de 2 ans qu'elle travaillait pour Kevin, puis elle n'est jamais retournée. Kevin, il a tenté de l'appeler à plusieurs fois. Elle a toujours ignoré ses appels. Il n'y avait aucune porte au sous-sol. Il n'y avait pas de sortie de secours, pas de soupirail, pas de fenêtre. Fait que le responsable des dégâts était forcément sur place. Mais il ne trouvait pas personne. Puis même s'il était hyper désolé pour elle, au fil du temps, il a fini par penser que c'était peut-être Jane qui était coupable de ça, qu'elle lui avait fait une blague ou il comprenait pas en fait. Là. Il voyait pas d'autre explication parce qu'il y avait rien qui pouvait laisser entendre qu'il y a eu quelqu'un qui a fait ça, mis à part elle. Ida, ça c'est la maman de Kevin, fêtait son anniversaire le 28 octobre. Fait que là, son fils avait eu l'idée de l'amener manger au restaurant, puis d'y offrir la boîte à vin qu'il avait d'abord toute nettoyée, dans le fond, puis tout ça. Cette journée-là, sa mère, dans le fond, lui téléphona, puis lui dit, ben écoute, je peux pas, je pars pour 3 jours en voyage. Fait que, on va pouvoir se voir, mais à mon retour. Fait que le 31 octobre, sa mère se rendit à la boutique de Kevin, dans le fond, avant l'ouverture, pour pouvoir passer un moment, dans le fond, avec son fils, puis tout ça. Fait qu'en arrivant, elle s'installe dans un fauteuil qui était là pour la vente, là, bien entendu. Fait qu'elle s'installe sur ce petit fauteuil-là. Il y avait une petite table devant elle. Fait que Kevin lui apporte le cadeau, tout bien emballé, puis tout ça. Puis bien évidemment, Kevin la prévient que c'est un cadeau qui est comme original. Fait qu'elle commence à déchirer le papier. Mais, la dame était habituée aux excentricités de son fils. Il avait l'habitude d'y offrir des objets assez bizarres. Le téléphone, il s'est mis à sonner. Fait que Kevin n'a pas eu le choix. Il est descendu au sol dans son bureau. Fait que là, ben, en tout cas, le temps qu'il descende, elle a fini d'ouvrir son paquet. Elle commence à regarder le coffret, la boîte. Puis là, elle s'est levée. Elle a caressé le bois avec sa main. Puis là, elle a vu qu'il y avait des symboles gravés au dos. Elle a appuyé sur les portes, sur le petit tiroir, puis soudain, la boîte a souri. Ça a laissé un gros courant d'air passer. Elle s'est effondrée dans le fauteuil. Ce qu'elle avait senti, là, c'était comme indescriptible. Le mal à l'état pur. Elle s'est sentie vidée, comme plus de force de fuir, de se lever, de s'en aller ou d'appeler à l'aide quelqu'un. Elle se sentait vraiment comme prisonnière, comment je pourrais dire, de la boîte. Elle s'est sentie sa bouche se tordre, s'affaisser comme une crampe. La peau sous ses yeux s'est mise à gonfler.
Puis là, elle était certaine, en fait, à ce moment-là, elle était certaine qu'elle allait mourir, qu'elle allait pas revoir son fils. Ça faisait peut-être même pas 5 minutes que Kevin était parti. Puis heureusement, entre-temps, il y a comme un employé qui est arrivé. Fait que tout de suite, l'employé a été le prévenir qu'il y avait quelque chose qui allait pas, dans le fond, avec sa mère. Qu'elle était assise près, qu'elle était assise, dans le fond, dans le fauteuil, puis que son visage était comme inexpressif, qu'elle pleurait, mais qu'elle lui répondait pas. Fait que Kevin, tout de suite, est monté, puis il comprenait pas pourquoi elle n'arrivait pas à bouger. Puis elle, du même moment, elle aurait donc voulu parler à son fils pour le protéger, lui dire de se débarrasser de cette boîte-là. Mais elle était pas capable de communiquer. Elle essayait par le regard, ça fonctionnait pas. Kevin, il voyait là, qu'elle essayait de lui dire quelque chose, mais elle était pas capable. Elle savait pas que c'était vraiment la boîte là, qui avait fait ça. Fait que là, en tout cas, ils ont appelé les ambulanciers puis tout ça. Elle est partie en ambulance. Rendue à l'hôpital, ben, dans le fond, ils ont su que sa mère avait été victime d'un accident vasculaire cérébral, d'un ACV. Elle a perdu sa capacité à parler. Là, depuis ce temps-là, là, elle a retrouvé ses facultés, ce qui a fait qu'elle a pu expliquer ce qu'elle a ressenti à ce moment-là. Mais elle pouvait elle pouvait pas parler, mais elle pouvait comprendre ce qu'on lui disait, puis elle voulait quand même s'exprimer. Fait qu'elle répondait en montrant, mettons, des lettres de l'alphabet. Fait que le lendemain, quand Kevin lui a demandé comment elle allait, la femme, elle lui a sa mère, dans le fond, elle lui a répondu en montrant des lettres no gift. Parce que eux, c'est anglais, là-bas, ils parlent en anglais. Fait que no gift en. Puis là, lui, il pensait que dans le fond, il pensait que sa mère se souvenait pas qu'il lui avait offert un cadeau. Parce que no gift, ça veut dire pas cadeau. Fait que là, pour lui, il s'est dit, ma mère, elle a oublié que, oui, je lui ai donné un cadeau pour son anniversaire. Fait que là, elle s'est comme, fâchée. Puis là, elle a réécrit 8 gifts. Fait que là, il s'est mis à rire. En voulant dire comme ok c'est beau t'as pas aimé mon cadeau, mais sa mère avait peut-être cette habitude là de dire si elle aimait ou non les cadeaux, surtout que c'était toujours des cadeaux un peu spéciaux. Fait qu'il a dit c'est correct, t'as le droit de pas l'avoir aimé, mais il dit rétablis-toi le plus vite. Au plus vite que tu vas te rétablir, ben plus vite que je vais te ramener un plus beau cadeau. Je vais te ramener un cadeau que tu vas vraiment aimer. Comme sa mère avait justement détesté son cadeau, ben Kevin a décidé de donner le coffret à sa sœur. Elle a gardé à peu près une semaine, puis elle lui a rendu en lui disant que depuis qu'elle l'avait apporté chez elle, les portes chez elle n'arrêtaient pas de s'ouvrir sans cesse, les portes sur la boîte, puis que ça lui faisait peur. Fait que là, ben, Kevin ne comprenait pas parce qu'il n'y avait pas de ressort sur les portes. T'sais. Fait que, bon, il l'a gardé. Il ne comprenait pas trop. Ensuite, il a décidé d'offrir la boîte à son frère puis sa femme. Eux l'ont gardée pendant 3 jours avant de dans le fond, de la rapporter encore une fois à Kevin. Le frère, il trouvait qu'il y avait tout le temps comme des odeurs de fleurs de jasmin. Puis assez forte, là, partout, pas juste près de la boîte, là, assez forte dans la maison. Tandis que sa femme, elle, pour elle, ça sentait vraiment l'ammoniaque, là, comme l'urine de chat ou de chien. Là, pour elle, c'est ce que ça venait des grosses odeurs, puis ça sentait ça. Kevin, il voulait comme pas tellement garder ça, cette boîte-là. Il savait pas quoi faire avec, mais tu sais, c'était quand même une boîte qui était vieille, qui avait un cachet, fait qu'il voulait pas la jeter. Il a donné à sa petite amie, puis même pas 2 jours plus tard, elle lui a demandé de la vendre. À ce moment-là, Kevin a commencé à faire des liens là, entre les incidents comme bizarres puis la boîte, de la mettre en vente. Un couple de personnes âgées se sont présentés au magasin. Ils lui ont acheté la boîte. Fait que là, Kevin, il était vraiment comme soulagé de s'en séparer. Il s'est dit, dans le fond, peut-être qu'il y avait vraiment quelque chose. Fait que il a comme pas expliqué aux gens qu'est-ce qu'il y avait eu avec cette boîte-là parce qu'il était pas convaincu que ça avait vraiment un rapport, mais il était juste content de s'en défaire.
Mais 3 jours plus tard, lorsqu'il revient à sa boutique le matin, la boîte est là avec une note écrite « Cette boîte est porteuse d'une étrange obscurité ». Il n'avait aucune idée de ce que les mots signifiaient, mais comme personne semblait vouloir de la boîte, il décida de la ramener chez lui, de la ranger dans sa remise. Il voulait juste l'oublier jusqu'à temps qu'il trouve une solution. Une fois apporté chez lui, Kevin a commencé à faire des rêves. Mais tu sais, des rêves terribles, des cauchemars. Puis c'était tout le temps la même chose. Il se trouvait dans un lieu agréable avec quelqu'un ou bref, des gens qui aimaient bien, en qui il avait confiance. Là. Il se promenait paisiblement, puis à un moment donné, il regardait la personne dans les yeux, puis il se rendait compte qu'il y avait quelque chose de différent, quelque chose de mauvais au fond de son regard. Puis c'est là qu'elle se changeait comme en monstre, en sorcière, puis qu'elle se mettait à le lacérer, puis à le frapper, puis tout ça. Chaque fois Kevin, un coup qu'il avait comme super peur dans son rêve, il se réveillait, puis il se rendait compte que sur son corps, il y avait des bleus, des contusions, puis il y avait des lacérations. Aux mêmes endroits que dans son rêve, la fameuse sorcière l'attaquait. Quelques jours plus tard, sa sœur, son frère et sa femme sont venus faire une soirée, dans le fond, chez Kevin. Puis, bref, ils avaient bu, puis tout ça, fait qu'ils ont décidé de passer la nuit là. Le lendemain matin, au déjeuner, sa sœur et Kevin s'est plaint d'avoir fait un cauchemar. Puis là, elle s'est mise à décrire son cauchemar, puis c'était exactement le même rêve que Kevin faisait régulièrement depuis que la boîte était chez lui. Son frère et sa femme, quand ils sont arrivés dans la cuisine puis qu'elle racontait ça, ils sont venus comme blêmes, puis en posant des questions, ils se sont rendus compte que cette nuit-là, eux aussi avaient fait exactement le même cauchemar. Fait que de toute évidence, le dénominateur commun, c'était la boîte. Toutes les personnes qui avaient possédé le coffre avaient fait ce cauchemar au moment où l'objet se trouvait chez elle. Kevin appela immédiatement sa petite amie pour lui demander si elle faisait pas des rêves depuis quelque temps ou s'il y avait des choses étranges. Puis elle lui a dit que quand elle avait eu la boîte, elle aussi elle avait fait des rêves, puis elle a décrit encore exactement les mêmes rêves qu'eux avaient fait. Une semaine plus tard, suite à ça, ces rêves-là, Kevin s'est mis à voir des ondes dans sa vision périphérique. Tu sais, toujours l'impression, voyons, il y a quelqu'un, non, finalement, il n'y a personne. Ça lui arrivait de plus en plus. Une nuit, l'alarme de fumée, puis les détecteurs de mouvement se sont allumés. Il se leva, puis il a été bien évidemment inspecter la maison, mais il n'y a rien qui brûlait. Il n'y avait personne, il n'a rien trouvé. Puis il est ressorti en dehors de sa maison, fait le tour, puis tout ça. Puis en rentrant, il s'est aperçu qu'il y avait encore une odeur là, nauséabonde dans toutes les pièces de la maison. Kevin n'en pouvait plus. Là. Il savait là, que c'était le coffret. Là. Fait qu'il a décidé de le ramener, dans le fond, à l'intérieur, parce qu'il était dans le cabanon. Un coup qu'il l'a ramené à l'intérieur, l'odeur, c'était terminé, dans le fond. Il ne sentait plus. Il a voulu faire des recherches un peu sur Internet, mais pendant qu'il surfait sur Internet, il s'est endormi. Encore une fois, le même rêve. À 4h30, il s'est réveillé avec la désagréable impression que quelqu'un qui respirait dans son cou. Puis là, il sentait les fleurs de jasmin, comme son frère lui avait dit. Il a ouvert les yeux puis il a vu une ombre immense se glisser dans le couloir. Il voulait détruire la boîte, là. Il savait vraiment plus quoi faire, mais il s'est dit, si je la détruis, est-ce que la chose qui était à l'intérieur va être libre à jamais? Il s'est dit, c'est peut-être comme justement un réceptacle. Fait qu'il voulait pas détruire la boîte. Fait qu'il décidait de mettre le coffret sur eBay. En prenant bien soin de tout décrire l'histoire, tout ce qui était arrivé depuis le début. Vraiment dit qu'il voulait pas, il voulait pas, comment que je pourrais dire ça?
Il voulait vraiment la vendre à des personnes qui s'y connaissaient en occulte, qui avaient assez de connaissances pour vraiment pour régler le problème. Son message se terminait par ceci, je vais vous lire. « Si quelqu'un sait comment procéder, alors aidez-moi en achetant le petit coffret et faites ce qu'il convient de faire avec ce genre d'objet. » Au bout d'une semaine, il remarqua que son annonce avait été vue 7500 fois. Par son métier, Kevin avait déjà vendu plein d'objets là, sur eBay, mais aucun qui avait eu ce genre d'engouement-là. Finalement, il y avait peut-être plus d'adeptes de l'occulte qui pensaient. Le 13 juin, Kevin découvrit que les poissons de son aquarium étaient tous morts. Il envoya la boîte à son nouveau propriétaire en espérant qu'il n'entendrait plus jamais parler de cette boîte. En mai 2003, Brian Grubbs prit connaissance de l'annonce. Dans le fond, c'est Sam, son colocataire, qui avait repéré la boîte sur eBay, celle de Kevin. Les deux amis avaient été super intrigués par tous les phénomènes que la boîte apportait, mais ils étaient pas mal convaincus que c'était comme une mauvaise blague, que c'était pas vrai, fait qu'il avait décidé de pas miser dessus. 3 semaines plus tard, Brian y est arrivé chez lui, fait que dans le fond, vers la mi-juin, Brian est arrivé chez lui pour dîner. Puis, en rentrant dans son appartement, il s'est mis à sentir vraiment une forte odeur d'ammoniac, d'urine, comme d'urine de chat. Fait qu'il a décidé de faire le tour des pièces, trouver d'où ça venait. Fait que regarder les fauteuils, les tapis, les cartons qui traînaient, jusqu'à temps qu'il arrive dans la cuisine où ça sentait le plus fort, puis où se trouvait la boîte. Fait qu'il y a comme eu une étrange pensée qui lui a traversé l'esprit, mais il l'a repoussé tout de suite. Là. Il s'est dit, voyons, ça peut pas être la boîte qui fait que ça sente pas. Là. Puis il n'arrivait pas à croire aussi que son ami finalement avait décidé de l'acheter, mais bon, si son colocataire il pensait qu'il y avait un esprit dans la boîte, c'est sûr qu'il allait trouver une façon de le faire se manifester, puis dans le fond, les gars, ils allaient trouver ce qu'il en était. Là, c'était rendu que Sam, il dormait avec la boîte à côté de lui depuis une semaine. Mais il n'y avait rien qui se passait comme c'était écrit dans l'annonce eBay. Là. Il n'y avait aucune sorcière qui l'avait assailli. Parfois, quand il recevait des amis, il posait la boîte à 10 books sur la table basse du salon. Puis à la fin de la soirée, il leur avoua qu'elle était maudite. Cet objet a rendu les deux gars super populaires. Certaines filles qui venaient là se sentaient quand même un peu mal à l'aise. Puis quand ils ouvraient le petit coffret, elle pouvait pas dissimuler là, qu'ils étaient angoissés, qu'ils avaient peur. Puis ça amusait les gars. Hein, faire peur aux filles, c'est toujours bien drôle. Puis au fil du temps, il commençait à se produire des choses étranges. Les lumières de la maison qui vacillaient. Tranquillement, les appareils électriques lâchaient les uns après les autres. Ça a commencé par le grille-pain, la télé, le Xbox, le portable de Sam, puis même leur montre. Un jour, l'un de ses colocataires sorti de sa chambre, Brian remarqua qu'il avait une mine horrible. Il avait les yeux complètement injectés de sang. En fait, il était presque sanglant. On parle vraiment de gouttelettes de sang. Ça faisait vraiment peur. Peu après, l'appartement fut envahi par des nuées de cafards. C'est comme vraiment beaucoup. Là. Il y en avait dans le salon, dans les chambres, sur les comptoirs, partout dans la salle de bain, les miroirs, le lavabo, la toilette. Il y en avait absolument partout. Durant l'été, début de l'automne, Sam, justement, devient de plus en plus solitaire. Il s'isole. Puis, lui aussi commence à distinguer des choses dans sa vision périphérique. Un peu comme Kevin vers la fin. Mais le pire, c'est que Sam, à 20 ans, parce qu'il y avait 20 ans quand tout ça s'est arrivé, il s'est mis à perdre ses cheveux. Il savait pas si c'était la boîte ou si c'était le stress, mais il devenait chauve hyper rapidement. Depuis qu'il était en possession du coffret, Sam écrivait à tous les jours ses observations sur son blog.
Jason Axton, conservateur d'un musée médical à l'université, était fasciné par l'objet. Il suivait les événements semaine après semaine. Et s'il avait pu mettre la main sur la boîte, il aurait abordé le problème d'un point de vue beaucoup plus scientifique. En tout cas, c'est ce qu'il pensait à cette époque-là. Sam remit la boîte à D-Book en vente sur eBay. Jason en suivit l'évolution. Dans son annonce, Sam le décrivait comme un petit coffret, comme un cabinet à vin juif hanté. Il ajoutait que son précédent propriétaire avait été frappé par la malchance, qu'il avait été victime d'une série d'événements paranormaux. Fait qu'il a vraiment été relaté ce qui était arrivé à Kevin, puis il avait ajouté ce qui lui avait lui-même arrivé. Il signalait que lui-même avait été frappé par le destin depuis qu'il était en possession de la boîte, que ses cheveux commençaient à tomber même s'il avait que 20 ans. Il avait fait des bilans sanguins, puis il n'y avait absolument rien qui révélait quelque chose d'anormal dans son sang. Il parlait des mauvaises odeurs, des invasions d'insectes, d'appareils électroniques qui tombent en panne. Il expliquait que parfois il apercevait de grandes choses floues et sombres dans sa vision périphérique. En quelques jours, la boîte était passée de 1$ à 50$. Le 9 février 2003, la boîte fut vendue pour 280$. Bien évidemment, c'est Jason qui avait remporté cette enchère. Il était surexcité. Il était conscient que Kevin, sa famille, puis Sam et Brian avaient été victimes de maladies qui pouvaient s'apparenter à des infections. Puis il savait qu'il devait se monter prudent. Après avoir baissé l'éclairage, il alluma une lampe ultraviolette, un blacklight qu'on appelle. La lumière montrait quelques taches de cire, comme si une chandelle avait coulé sur les portes. Et il se dit que la boîte avait probablement servi à des rituels. Donc Jason mit des gants pour éviter tout risque de contamination. Puis il posa la main sur le tiroir et les portes s'ouvrirent. Considérant que le coffret pouvait être hanté, il s'attendait presque à une manifestation, mais un grand calme, régnait sur la pièce. Rien ne vient le troubler. Quelques jours plus tard, tous les ordinateurs du musée tombèrent inexplicablement en panne, leur faisant perdre plusieurs semaines de travail. Puis, les ampoules se mirent à exploser. De manière surprenante, surtout celles qui se trouvaient à proximité de la boîte. Et la situation empira encore. Les employés souffraient tous d'une baisse d'énergie, de malaise. Ils s'exprimaient clairement leur hostilité envers la boîte. Et Jason comprit qu'il devait la sortir du musée. Il n'avait pas vraiment envie de l'emmener chez lui, mais là, à ce moment-là, il voyait aucune autre alternative. La première nuit, ça a été une des nuits agitées. Jason a fait des cauchemars. Il voyait de très vieilles femmes avec des cheveux longs filasses, aux yeux enfoncés dans leurs orbites. La peau de leur visage se décomposait littéralement devant lui et s'ouvrait en plaies comme si on leur avait arraché l'épiderme. Puis les femmes le lacéraient de leurs ongles. Il se réveilla en sursaut, mais dès qu'il se rendormait, le même rêve recommençait. Le lendemain, il se réveilla avec soulagement, mais alors qu'il se mouillait le visage, il aperçut son reflet dans le miroir. Ses yeux étaient rouge sang. Puis, encore une fois, des lacérations sur son corps, aux mêmes endroits que des vieilles femmes l'avaient lacéré dans son rêve. Quelques jours plus tard encore, lorsqu'il regardait la télévision avec son fils, son petit garçon l'appelait, puis il pointait quelque chose dans le couloir, une grande forme noire. Son garçon était terrifié. Il lui demandait ce que c'était. Jason le prit dans ses bras et ils restèrent tous les deux silencieux en observant l'apparition. Elle ressemblait à des flammes noires. Jason commençait vraiment à s'inquiéter pour sa famille. Il cherchait des causes scientifiques aux manifestations dont ils étaient victimes, mais il n'en trouvait aucune. Au cours des mois qui suivirent, la petite armoire à vin devint célèbre.
un journal juif publiait un article sur la vente de la boîte et sur la vente de la boîte et sur les pouvoirs surnaturels supposés, parce qu'on s'entend que c'était pas vraiment des pouvoirs surnaturels. Le petit coffret devint tellement célèbre que Jason a reçu au moins 5 auteurs, un scénariste, une équipe de documentaires il voulait vraiment avoir une autorisation pour accéder à l'objet. Finalement, il a été obligé de mettre son numéro de téléphone sur une liste rouge puis changer son email. Et il décida de mettre en ligne un site web pour satisfaire la curiosité de tout le monde. Il accorda une entrevue au cours de laquelle il supplia les fans de la boîte de le laisser tranquille. Quelques temps plus tard, des dizaines d'internautes envoyèrent un email à Jason en passant par l'intermédiaire de son site web, se plaignant de maux de tête, de cauchemars et autres méfaits. Une personne a tenté de négocier avec lui afin d'obtenir toutes les images de la boîte se trouvant sur Internet parce qu'il pensait que chaque ordinateur qui visitait le site fournissait un portail électronique pour une entité maléfique. Ce fut Rebecca Edery, une comptable juive qui vivait à Brooklyn et dont le père avait étudié la Kabbale, qui l'aida à déchiffrer la mystérieuse boîte. Elle était convaincue que le coffret était un objet sacré qui avait été intentionnellement lié à une sorte d'esprit. Pour elle, ça avait été fait délibérément, dans un but bien précis. Elle estimait que pour mettre un terme au malheur de tous, la boîte devait être enterrée dans une sépulture juive et qu'un groupe d'hommes, au moins 10, devait former un groupe de prière. De son côté, Jason, lui, souhaitait remonter aux origines du coffret. Il espérait ainsi en créer une réplique et enterrer l'original. Depuis qu'il était en possession de la boîte, Jason était très fatigué. Il avait des problèmes de santé et il en venait à penser qu'il avait fait sortir quelque chose de la boîte en l'ouvrant. Les Axton possédaient une maison de campagne inoccupée. Et Jason eut alors l'idée de mettre le coffret à la cave. C'est probablement le meilleur endroit pour l'isoler. Au moment où il déposa la boîte dans le sous-sol, soudain, il entendit le vent lever dans la pièce, puis des bruits métalliques résonnèrent. Il s'empressa de monter au rez-de-chaussée. Il se sentait tellement soulagé. Pour mettre un point final à cette histoire, Jason décida de prendre un bain pour se laver de toute attache à ce coffret. Il avait besoin de se libérer. La chaleur et la vapeur le revigoraient, mais sans succès. Il s'est senti écrasé, vraiment, dans le bain, et il a failli se noyer. Quand il s'est comme réveillé, il remonta brusquement à la surface, et il se mit à vomir une espèce de mucus épais. Il avait sur les mains une substance qui lui était inconnue. Il était dans l'étonnement le plus complet. Il était en train d'essuyer le carrelage quand sa femme frappa à la porte de la salle de bain, visiblement affolée. Son poignet était recouvert de pustules sanglantes et de cloques. Et Jason comprit alors que leurs ennuis n'étaient pas terminés. S'il voulait en finir, il devait remonter à la source, retrouver Kevin Manis, le premier propriétaire de la boîte. Lorsque le téléphone sonna, en plein milieu de la nuit, Kevin décrocha, mais raccrocha aussitôt, effrayé à l'idée que quelqu'un veuille l'obliger à reprendre le coffret. Puis le téléphone sonna de nouveau, et il s'obligea de répondre. Jason le suppliait de ne pas raccrocher, lui affirmant qu'il devait lui parler, que c'était important. Après avoir discuté quelques minutes avec Kevin, Jason comprit qu'il n'était plus seul. Kevin partit alors à la recherche de la famille qui lui avait vendu la boîte. Il a eu beaucoup de mal à retrouver l'adresse de la maison. Il expliqua finalement à la jeune femme qu'il avait besoin de renseignements, mais elle lui conseilla de partir. Au ton de sa voix, il a compris qu'elle lui dirait rien. Il était en train de regagner sa voiture quand soudainement il entendit une autre voix l'interpeller. « Je sais pourquoi vous êtes là. » Une petite dame âgée le mitraillait du regard. Elle lui expliqua qu'elle était la cousine de la dame à qui la boîte avait appartenu. Avant la Seconde Guerre mondiale, les deux femmes habitaient la Pologne. À l'époque, le spiritisme était à la mode. Tout le monde organisait des séances pour rentrer en contact avec l'au-delà. Puis, elle avait inventé une sorte de Ouija avec une nappe.
Toutes les lettres de l'alphabet étaient brodées sur cette nappe-là. Elle utilisait un petit pendentif qui servait de pendule. Avec cette petite chaîne, elle posait des questions, puis le pendentif oscillait au-dessus de la nappe, épelait des mots, répondait aux questions des jeunes filles. Mais au cours de l'une de ces séances, elle avait eu l'impression d'entrer en contact avec un esprit d'un genre différent, beaucoup plus fort, beaucoup plus maléfique. Cet esprit leur demandait clairement de l'aider à sortir des ténèbres et de l'emmener avec elle. Brusquement, elle s'était demandé si elle ne parlait pas à un Dybbuk, un démon. Les deux femmes avaient alors suivi un rituel pour se débarrasser de l'entité et l'avaient enfermée dans cette boîte. En ouvrant le coffret à vin dans sa boutique, Kevin avait libéré l'entité. Voilà, l'histoire de Kevin surprit profondément Jason. Il n'avait jamais rien entendu de tel, mais ce récit avait l'air logique. Il rentra alors en contact avec des rabbins et leur demanda de faire ce qu'il fallait pour se débarrasser définitivement de l'esprit. Après de longues recherches, de nombreuses prières, la boîte à Dybbuk fut scellée une nouvelle fois et est maintenant conservée dans un endroit tenu secret par Jason. Jason Axton a même écrit un livre sur le sujet. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Wow! Quand on y pense, hein? C'est fou, là. C'est une légende, mais je dirais il y a beaucoup d'éléments quand même de preuves. Ici, bon, ben, je vous le mettrai dans la barre d'infos, là, mais j'ai toutes les références, en fait, quand la boîte a été mise en vente sur eBay, le site de blog de Sam, le site que Jason a fait aussi. J'ai aussi la liste des livres qui a été écrit par Jason Axton. Donc, je ne sais pas trop quoi en penser. C'est juste fou. J'aimerais savoir votre opinion à vous là-dessus. Laissez-moi ça en commentaire. J'espère que vous allez avoir apprécié la vidéo. Puis, on se revoit pour une prochaine dans pas trop.